Merci Madame Fraisse. La parole est à Madame Fanny Carré-Comte pour le groupe SRC pour 5 minutes. Bien. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la deuxième lecture de ce PLFSS est principalement marquée par la modification visant à exclure du champ de l'article 8 les plans épargne-logement, les comptes épargne-logement, les plans d'épargne salariale et les plans d'épargne en action. Cet ajustement permettra de préserver les petits épargnants et je tiens à souligner le travail constructif entre le Parlement et le gouvernement qui a abouti à une adaptation du texte suite au débat de la première lecture. Avec cette modification de la fiscalité de l'épargne, il faut, je crois, mettre en parallèle l'annonce faite la semaine dernière par le Premier ministre d'une remise à plat de notre système fiscal. La première lecture du PLFSS avait en effet été marquée par de nombreuses interventions portant sur ces questions de fiscalité, que ce soit par le débat autour de l'instauration d'une CSG progressive ou par des demandes de rapport sur les réformes envisageables du financement de la protection sociale, comme l'amendement de mon collègue Jean-Marc Germain, au-delà des réflexions déjà en cours sur la branche famille. Ce débat à venir, annoncé par le Premier ministre et qui a donc commencé aujourd'hui, est à mon sens fondamental, car nous ne pouvons réformer le financement de la sécurité sociale morceau par morceau, branche famille d'un côté, branche retraite de l'autre, financement de la dépendance demain. Il est primordial, au contraire, de reposer globalement la question du financement de la sécurité sociale pour avoir une vision d'ensemble et aller au bout de sujets jusqu'à présent à chaque fois esquissés. Ce débat sera par ailleurs l'occasion de redéfinir les objectifs de notre système fiscal. À cet égard, la méthode annoncée d'un grand débat avec notamment les partenaires sociaux, mais sans oublier le rôle du Parlement, bien sûr, est la bonne. Cette méthode permettra de reposer de manière saine les bases du consentement à l'impôt. Car l'impôt est, je crois, indispensable. Il doit servir à financer notre modèle social, les services publics accessibles à tous et sur l'ensemble du territoire. Nous devons accepter et revendiquer un bon niveau de contribution commune, non pas uniquement pour combler les déficits, mais pour financer aussi des mesures de renforcement de notre cohésion sociale. Mais nous ne pouvons revendiquer l'impôt que dès lors qu'il est juste et que les plus aisés paient proportionnellement bien plus que les plus fragiles. C'est sur ce dernier point, la justice de notre système fiscal, qui devra, je crois, être le fil conducteur des réformes à mettre en œuvre, avec par exemple l'horizon, à mon sens indispensable, d'une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG avec prélèvement à la source. Et oui, tout le monde a des idées, mais surtout nous, et donc c'est pour ça que nous profitons pour les avancer dans cette discussion générale. Et après, il y a aussi des bonnes et des mauvaises, en effet. Au-delà de cette question d'actualité sur la fiscalité, l'examen en deuxième lecture de ce PLFSS doit également être, à mon sens, l'occasion de valoriser, de mieux faire connaître des mesures importantes de ce texte qui marquent résolument l'engagement dans la stratégie nationale de santé. À ce titre, je voudrais d'une part évoquer les mesures en direction de la santé des jeunes, en soulignant quelques avancées majeures. Le triplement du forfait de prise en charge des traitements d'aide au sevrage tabagique, qui passera de 50 € par an à 150 € par an pour les jeunes de 20 à 25 ans. La mise en œuvre du tiers payant pour les consultations et examens préalables à la contraception des mineurs d'au moins 15 ans pour faciliter le recours à la contraception. Nous devons poursuivre d'ailleurs les discussions engagées en commission pour, comme l'ont évoqué le rapporteur, plusieurs parlementaires et notamment Madame Poletti, permettre de garantir l'anonymat, élément essentiel pour que les jeunes filles y aient véritablement recours. Et enfin, toujours sur les jeunes, l'ouverture de la CMU-C aux étudiants isolés et précaires. Pour finir, autre série de mesures que je souhaitais évoquer en lien avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé, ce sont celles qui favorisent l'exercice coordonné de la médecine, qui est souvent une réponse à des difficultés d'accès aux soins, que ce soit dans les déserts médicaux ou pour les populations les plus précaires. C'est en ce sens qu'a été adopté le prolongement des expérimentations des nouveaux modes de rémunération jusqu'au 1er janvier 2015, ce qui permettra d'assurer la continuité des expérimentations en cours et d'aller vers la généralisation de la rémunération d'équipe. C'est en ce sens également qu'un amendement adopté en première lecture permettra de soutenir les centres de santé par la réalisation de l'équité entre professionnels de santé libéraux et professionnels des centres de santé dans la lignée des recommandations du rapport de l'IGAS de juillet 2013. Sur ce dernier point des centres de santé, je voulais préciser que le rapport de l'IGAS formule d'autres recommandations dont la mise en œuvre revient pour la moitié d'entre elles à la CNAM. Et je crois qu'il pourrait être intéressant qu'à l'occasion de ce débat, Madame la Ministre nous précise la feuille de route qu'elle entend adresser à la CNAM pour mener à terme la renégociation de l'accord national.
Voilà donc quelques-unes des mesures de ce PLFSS que je souhaitais évoquer à nouveau et qui illustrent en quoi ce texte est vecteur de progrès et d'amélioration dans l'accès aux soins, tout en nous plaçant dans une vision politique et prospective de notre stratégie nationale de santé. Je vous remercie. Merci Madame Carrère.